Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la charge raciale ? C'est tout simplement le fait de s'adapter en permanence pour échapper au racisme. En gros, on modifie sans cesse son identité et ses comportements pour déjouer les stéréotypes et se prémunir des violences. C'est un poids lourd, invisible et dont on parle peu, mais qui peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale et physique des personnes concernées. Si je vous en parle, c'est parce que le terme apparaît dans le rapport sur le racisme qui a été publié en juin dernier par la Commission nationale consultative des droits de l'homme et que c'est plutôt inédit. Pour en parler, j'ai rencontré Douce Dibondo, écrivaine et poétesse qui a écrit tout un essai sur la charge raciale. La charge raciale, c'est le poids que les personnes racisées portent dans un contexte majoritairement blanc. Ne jamais vraiment être soi, être en hypervigilance, en anxiété raciale, en stress minoritaire. Il y a une dimension qui est historique, c'est-à-dire qui vient du passé racial, négrophobe, colonial du monde et dont on a hérité à travers les préjugés des inconscients collectifs, autour de l'humour, autour de plein de choses, autour de comment on perçoit les personnes noires, notamment les personnes racisées. Et ensuite, cette charge raciale, elle va se diffuser, on va dire, à la fois dans les rapports qu'on a aux institutions. Donc moi, je parle d'une charge qui est interpersonnelle. Qu'est-ce que ça veut dire en fait d'aller dans un hôpital quand on est une femme noire, quand on sait qu'en fait le syndrome méditerranéen nous donne plus de risques de ne pas être écouté et pris en charge. Qu'est-ce que ça veut dire de porter une capuche quand on a un jeune homme racisé ou un jeune homme des quartiers populaires arabes et quand on est face à la police? Quand je suis arrivée en France, je me suis énormément forcée à perdre l'accent que j'avais. Je suis née au Congo et donc quand je suis arrivée, on ne me prenait pas au sérieux parce que j'avais un accent dit de blédard. Donc j'ai fait en sorte tous les jours devant mon miroir de prendre les intonations qu'il fallait, les expressions, etc. Il fallait que je m'habille d'une certaine manière, il fallait que je performe toujours l'excellence au niveau de mes résultats. Donc ça, c'est une charge raciale aussi, de devoir convaincre et de devoir prouver justement son humanité et ses capacités. Voilà. Cette question, elle est globale. Et tant qu'on ne se réduit qu'à un champ de son étude, on perd totalement la prise de distance et la prise de recul pour mieux s'en libérer et mieux lutter. Est-ce qu'il y a un fait qui t'a marqué récemment dans l'actualité, du point de vue de la charge raciale et de tes travaux? On est bombardé littéralement d'impuissance avec ce qui se passe en Palestine. Je me suis posé la question de comment la famine devenait le déclencheur d'une empathie politique, comme s'il fallait avoir ses corps décharnés pour se soulever. Et ça dit à quel point, justement, les corps des personnes racisées, globalement, pas qu'en France, sont tuables. C'est ça la charge raciale. Tu changes de prénom pour chaque interview. Nostalgique, oui, on reprend le travail lundi. Donc c'est bientôt, mais ça faisait du bien. Ça faisait du bien après tout le travail. C'est cool. C'est l'opportunité d'aller voir un peu, de trouver peut-être des petits articles, des choses comme ça, peut-être intéressantes chez les hommes. Et je voulais continuer à rester dans le sport, toujours avoir une attache particulière avec le sport. Et je suis ici pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se détournent de la gauche et qui commencent à adopter des points de vue dits droitards. J'ai commencé à me politiser quand j'avais environ, à mon entrée au lycée, donc j'avais entre 14 et 15 ans. Et puis j'ai commencé à tomber dans le piège qui dit que la gauche c'est gentil et que la droite c'est méchant. Je me suis plutôt engagé dans les extrêmes, donc j'étais à fond chez la France Insoumise, je me définissais communiste, j'étais là pour tacler du facho. C'était l'âge en fait, et puis je me posais pas de questions, je remettais pas en cause la vérité qu'on me donnait parce que pour moi c'était forcément vrai. J'allais aux apéros de la France Insoumise parce que je me sentais appartenir à une communauté et à une forme de révolution, même si c'était une grosse blague au final. J'ai commencé à remettre en question l'idéologie qu'on me donnait quand je me suis rendu compte que la gauche se soumettait à des luttes identitaires et communautaires qui n'étaient pas nécessaires en France. C'est les fameux camps d'été décoloniaux. Donc quand on a commencé à discriminer une population en fonction de sa couleur de peau, en l'occurrence les blancs, je me suis dit « Eh mais c'est du racisme !» Et on m'a répondu « Non, c'en est pas, parce que mâle blanc, hétéro, cis privilégié, ta gueule !» Du coup, je me suis dit « Attendez, sous prétexte que je suis la norme ici, je devrais m'excuser. » Donc du coup, j'ai commencé à comprendre qu'en fait c'était surtout des idéaux qui étaient totalement acquis aux causes néolibérales, dans le sens du on défend sa petite communauté, sa petite personne, son petit espace. Du coup, je me suis dit, mais en fait, ces gens sont des menteurs, ces gens sont des traîtres. Et j'avais pas envie d'appartenir au camp des menteurs et des traîtres. Et il y a les cours où les profs font leur propagande. Quand on demande pourquoi, il y a Eric Fassin qui répond, c'est un facial. C'est tout. Ils ont la vérité et vous avez tort.
Ils ont la vertu de, nous on a fait des recherches en sciences sociales, mais attendez, moi aussi je peux faire des recherches en sciences sociales si je veux. Enfin concrètement c'est à la portée de tout le monde. Donc du coup ces gens sont dans l'idéologie dominante, ils ont raison, vous avez tort, c'est comme ça. Toutes les luttes progressistes, au-delà du nivellement par le bas, c'est ça. Dans ma fac, les profs en parlent en permanence, c'est toujours une vision de la société avec un rapport oppresseur-oppressé. Donc si vous avez de la chance, vous êtes un oppressé, genre, et si vous en avez pas, vous êtes un oppresseur. Donc évidemment, je suis encore une fois le mâle blanc hétéro cis machin bidule. En fait, concrètement, non, les choses peuvent pas marcher comme ça parce qu'on peut pas inventer un coupable imaginaire à toutes ces causes en transposant des problèmes personnels en les faisant passer pour des faits sociaux et dire ah bah tiens, on a un coupable à exterminer. Parce que il y a beaucoup de haine derrière ça aussi, je pense. Et chaque cours, c'était une nouvelle lutte de victimes opprimées, selon ses définitions. Donc d'abord, il y avait les femmes, puis ensuite les homosexuels, puis ensuite les transgenres, puis ensuite les noirs, puis ensuite les musulmans. Et à chaque fois, on était dans le « Oh mon Dieu, ces personnes sont opprimées, oh mon Dieu, on doit s'excuser pour elles et ramper ». Je le dis comme ça, jamais je m'excuserai de ce que je suis, parce que je suis quelqu'un de droit dans mes baskets. Quand je dis à des gens de ma fac que j'aimerais que la France redevienne la France, je suis le facho. Donc à partir de là, il n'y a plus de discours possible. D'ailleurs, c'est toujours les gens qui fuient le débat. Une fois, j'avais démontré à un mec pourquoi est-ce que le racisme anti-blanc était une réalité et pourquoi est-ce qu'il disait des conneries. On récapitule. En une seule année, l'Algérie nous coûte 136 millions d'euros en aide publique au développement, 100 millions en impayés dans les hôpitaux, 880 millions en fraude aux pensions de retraite, environ 2 milliards en manque à gagner fiscal du fait des transferts de fonds, 1600 millions en aide sociale, 1500 millions en logements sociaux, 380 millions en frais universitaires, 260 millions pour leurs clandestins, 2200 millions pour leurs délinquants. Au total, je dois donc vous annoncer avec gravité que la facture de ce que l'Algérie coûte à la France s'élève à plus de 9 milliards d'euros par an. 9 milliards payés chaque année par le contribuable français à l'Algérie, dont le gouvernement nous insulte tous les jours de toutes les manières possibles. 9 milliards d'euros, c'est plus que le budget du ministère de l'Agriculture. C'est 3 fois le budget de l'Outre-mer. Top 3 des inventions algériennes qui ont complètement révolutionné la France. Et voilà, fin du top 3, j'espère que ça t'a plu, pense à t'abonner et partage ce réel à un pote qui pense encore que l'Algérie n'a rien inventé. Si les gens comprenaient à quel point l'islam est une religion d'ouverture, à quel point l'islam est une religion de douceur, d'amour, d'acceptation, de pardon, vraiment il n'y aurait plus de problème. Le problème c'est l'ignorance et c'est que les gens ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils ne se renseignent pas, ils voient ce qu'on veut bien leur montrer de cette religion, mais l'islam c'est un pansement. L'islam c'est un remède, c'est une douceur, c'est une joie, c'est en même temps une discipline, en même temps c'est un guide de chaque instant, mais c'est une religion sublime. C'est une religion qui vient apporter des réponses à toutes les questions de l'âme. Comment ne pas aimer cette religion? Bah si, en écoutant les infos et en se faisant avoir par certains discours. Oui, là, on peut ne pas l'aimer, bien sûr. Mais si on se renseigne, si vraiment on fait l'effort de lire, si on fait vraiment l'effort d'écouter certaines personnes, de comparer les sources, on ne pourra que s'apaiser. C'est ce que je souhaite à tous les gens qui souffrent d'islamophobie, parce que je pense que c'est une maladie. Renseignez-vous, lisez simplement. Renseignez-vous, ouvrez un bouquin, ouvrez 2-3 vidéos de gens peut-être pas forcément de votre bord politique habituel, et vous verrez. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur, absolument. L'islamo-gauchisme pour les nuls. Pour ceux qui disent que l'islamo-gauchisme n'existe pas, qu'il s'agit d'un concept d'extrême droite, voici quelques exemples pour les nuls. Bon courage à tous les musulmans qui commencent le ramadan aujourd'hui. Bon courage à ceux qui l'ont commencé hier. A few moments later. Joyeuse Pâques. Que cette fête soit synonyme de paix et de joie pour vous, votre famille et vos proches. Étrange rapport à la laïcité. Lola, Thomas, Philippine, Père Amel, Mathéo, Elias, Bataclan, 7 octobre, Aboubacar. Je ne suis pas d'accord avec les drapeaux en berne. La République n'a pas à rendre hommage au chef de l'Église catholique. Monsieur Delangu!
Et il y en a qui portent des voiles qui sont juste un embellissement. Je ne sais pas depuis quand le voile est devenu le synonyme de l'émancipation. À force de ne pas vouloir être raciste, vous jouez le jeu des fanatiques. Que vous ne compreniez pas la situation et que vous soyez bête, c'est ok. Tout le monde a le droit d'être con, mais à ce moment-là, il vaut mieux se taire. Qu'on ne traite pas une députée de conne, en fait. C'est violent. Là, quand c'est mettre les drapeaux en benne pour le pape, ça ne pose de problème à personne. Une gamine qui veut faire une compétition sportive voilée, là, ça devient un drame national. C'est ni la question de savoir si on stigmatise, ça me fait rigoler. Parce que les gens qui se stigmatisent eux-mêmes, bon. Moi, je considère que c'est un traitement dégradant, primo. Secondo, je considère que c'est une provocation d'un certain nombre de milieux intégristes contre la République. Et par conséquent, la République a gagné, elle va gagner encore une fois. Ça sera interdit. Et on ne se ramènera pas avec des fantômes qui se promènent dans la rue et qui interdisent qu'on les regarde. Ça, pas question. A few moments later. Dans la rue, mais l'espace, il est public. Donc les gens s'habillent comme ils veulent, alors. On va pas faire la police du vêtement et courir après les gens dans la rue pour leur enlever le voile qu'ils ont sur la tête. Les gens en mettent, c'est l'espace public, ils s'habillent comme ils veulent. Bon, les gens qui parlent le plus de tolérance maintenant sont ceux qui le sont le moins. Par exemple, quelqu'un te dira, moi j'ai pas peur, je te le dis. Quelqu'un te dira, moi je suis ni homme ni femme, je me sens poisson rouge. Si tu n'acceptes pas que lui c'est un poisson, c'est toi qui es un fils de pute maintenant. Tu dis, attends mec, je crois que t'as pas compris le concept. T'es un poisson si tu veux. Tu peux dire je suis un poisson. Mais tu ne peux pas m'obliger à admettre de manière cohérente que tu es un poisson. On n'a pas besoin pour vivre ensemble, toi et moi, que je pense comme tu veux ou comme tu m'indiques de vivre. Ça voudrait dire que le seul monde qui est cohérent pour toi, c'est un monde où tout le monde pense et ressent comme toi. Ça n'a aucun sens. On est 7 milliards, coquin. Arrête de faire l'enfant. Grandis un peu. On est 7 milliards. Il ne peut pas y avoir 7 milliards d'avis identiques aux tiens. Arrête de nous casser les couilles. Voilà, pas mal, non? C'est français. You serious?